La courtoisie au volant, pas toujours à l'ordre du jour sur les routes, conséquence des accidents qui pourraient être évités. 1er mars 1919, les Coréens manifestent pour leur indépendance malgré la répression. Le soulèvement finit par gagner tout le pays et les communautés coréennes d'outre-mer en Mandchourie, Shanghai, dans l'extrême-orient russe, à Hawaï. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le gouvernement exprime sa compassion à la famille du petit Bouba, le petit Traoré Aboubakar Sidiki. 4 ans a été tué. Il a disparu le 24 février à Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Son corps a été retrouvé enterré à Angré, dans la commune de Cocody. Un bijoutier est suspecté et a été appréhendé par la police. Le non-respect du code de la route, l'une des causes des accidents de la circulation. En tout cas, certains usagers de la route ont du mal à les respecter. Pourtant, une bonne dose de courtoisie réglerait bien les problèmes entre usagers et permettrait d'éviter bon nombre d'accidents. Doigt des Lasers s'est penché sur cette question. Céder le passage. Ces panneaux de signalisation indiquent clairement la conduite à tenir aux usagers. Ici, ces derniers doivent laisser passer les véhicules déjà engagés dans le couloir du rond-point. Le refus de priorité en présence de ce panneau est une infraction sanctionnée par la convention de 4e classe du Code de la route. Mais ce matin encore, ils ne seront pas nombreux à en tenir compte. Il y a les règles de priorité à respecter. Et généralement, les gens ne le respectent pas. Un rond-point surtout, c'est très stressant parce que les gens sont généralement très indisciplinés. Après la courtoisie, ça relève après de l'éducation et autres, mais au moins qu'on respecte les règles. Ce cas de violation du code de la route entraîne le désordre sur le réseau routier urbain avec pour corollaire les embouteillages et les accrochages. C'est un panneau dont on doit le respecter. Quand la plupart viennent, bon, d'autres ne font pas attention à ça, quoi. Mais moi, en tout cas, dès que je vois ça au feu, bon, je stationne. Il y a de nouveaux chauffeurs sur la route et puis il y a d'autres qui ne connaissent pas les codes de la route. Ceux qui ne savent pas lire, il y en a aussi. Conduire de façon lucide, éviter tout ce qui est substance illicite, tout ce qui pourrait entraîner des dédommagements intellectuels. Et puis, maîtriser le code de la route, ça aide aussi à bien conduire. Les chauffeurs doivent être très prudents sur les routes et ils doivent rester concentrés au volant et éviter les communications au volant. Ainsi, ils pourront éviter certains accidents. Selon l'Office de sécurité routière, 94% des accidents de circulation en milieu urbain sont liés aux facteurs humains, notamment à l'intolérance des usagers. Quand vous êtes courtois avec les autres, vous êtes relax, vous êtes reposé. Et souvent, quand vous faites un geste de courtoisie, les autres vous disent merci. Ça fait plaisir d'être remercié sur la voie publique. Alors qu'au contraire, quand vous passez tout votre temps à vous énerver sur la voie publique, injurer les autres, à les doubler, à faire de queue de poisson, vous vous fatiguez d'abord et vous fatiguez les autres. En somme, tout le monde en sort perdant. En 2017, le bilan des accidents de circulation n'est pas encore consolidé selon l'Office de sécurité routière. Mais l'on estime à environ 6 000 le nombre d'accidents de circulation chaque année sur le territoire ivoirien, avec plus de 600 morts et 11 000 blessés enregistrés. Pour les 2 premières semaines de janvier, 1458 accidents de la route ont été enregistrés en Côte d'Ivoire à la mi-janvier 2018. Le respect du code de la route, base de la tolérance et la courtoisie au volant, pourrait contribuer à réduire considérablement le nombre d'accidents sur les routes ivoiriennes. Les étudiants des sciences juridiques et politiques et d'autres apprenants ont débattu sur la conception et la défense d'un projet de société viable en Côte d'Ivoire. Ce débat s'est fait lors d'un concours dénommé Face à la Nation 2.0. Ce concours est à sa 2e édition. Les lauréats de Face à la Nation 2.0 viennent de l'Institut universitaire d'Abidjan. Le reportage de Paragasso Rokodi. Ces étudiants de la faculté des sciences juridiques ou parti progressiste ivoirien et ceux de la faculté des sciences politiques ou la Côte d'Ivoire unie de l'Institut universitaire d'Abidjan face à face. Ils défendent leur projet de société réalisé et viable pour le développement de la Côte d'Ivoire à l'image des dirigeants de la nation.
Nous sommes à la deuxième édition du concours Face à la Nation 2.0 initié par l'Association des étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan, section des sciences juridiques et politiques. Vous avez vu certaines personnalités être jurées, c'est-à-dire que lorsque les candidats viendront exposer les projets et les programmes de campagne, ils peuvent se servir de ça pour aller vers les supérieurs hiérarchiques pour dire au moins voici ce que tel étudiant a proposé et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir y remédier. La science politique ici en Côte d'Ivoire et bien plus en Afrique n'est pas vraiment connue. Donc au travers de ce concours, c'est de permettre une promotion de la science politique qui est à même de vous décrire avec exactitude ce que c'est l'État, ce que c'est une nation. À l'issue de la délibération du jury composé d'hommes politiques, la Côte d'Ivoire unie, les étudiants de la faculté des sciences politiques, comme à la première édition, sont déclarés vainqueurs. Nous avons présenté, je pense, un projet de société cohérent, prônant une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire rassemblée et une Côte d'Ivoire prospère. Après ce concours, j'ai appris comment déjà affronter ma peur de parler en public. J'ai appris comment défendre un point de vue. Le jury s'est réjoui du bon niveau du débat intellectuel des étudiants qui ont su concevoir et défendre leurs projets de société. Nous déplorons la baisse du niveau scolaire et universitaire depuis des années. Mais là, pour ce que nous venons de voir, je pense que nous avons des raisons d'être satisfaits. Cette deuxième édition du concours Face à la Nation 2.0 de l'Institut universitaire d'Abidjan, section des sciences juridiques et politiques, était placée sous le parrainage de la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, représentée par le ministre Mamadou Touré. Sachez qu'au Nigeria, le bilan de la fièvre hémorragique de Lassa passe à 72 morts de janvier à février selon l'OMS. Le nombre de cas confirmés pendant ces 2 mois dépasse déjà le nombre total de cas confirmés pendant toute l'année 2017. L'État d'Edo, situé dans le sud du pays, est le plus touché par la maladie qui affecte aussi 17 autres États de la Fédération. La transmission de la maladie se fait par les excréments de rongeurs ou par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade. En France, une trentaine d'élus d'Île-de-France de tous bords politiques accompagnés de bénévoles se sont donné rendez-vous à la gare d'Austerlitz pour passer la nuit de mercredi à jeudi dans les rues de Paris dans le froid avec une température glaciale afin de dénoncer les conditions de vie des sans-abri et réclamer aussi une meilleure prise en charge de ces personnes. En 2018, 140 000 personnes vivent encore dans la rue en France. En 2017, 500 personnes y ont perdu la vie à cause du froid ou de la faim. Lors d'un précédent comptage, la mairie de Paris a estimé à 3 000 le nombre de SDF dans la capitale. En Antarctique, l'impact des changements climatiques est bien visible, des glaciers qui fondent à vue d'œil, des espèces qui apparaissent là où elles n'avaient jamais été vues auparavant. Le Chili est au nombre des pays qui supportent des missions scientifiques sur place afin de les étudier et d'éventuellement dégager des solutions aux bouleversements qui attendent le reste de la planète. Ces rochers sont nouveaux dans le paysage de l'Antarctique. Il y a une dizaine d'années encore, ils étaient entièrement cachés sous l'épaisse couche de glace. C'était avant que le réchauffement climatique ne fasse son œuvre. J'ai eu l'occasion de venir ici pendant 15 ans et à l'échelle d'une vie humaine, on peut déjà constater les changements que provoque le réchauffement climatique. Le glacier Collins laisse apparaître des rochers que l'on ne voyait pas il y a 5 ou 10 ans. Et c'est une preuve directe du recul de ces glaciers et de la perte de masse. Dans cette base scientifique chilienne, plusieurs dizaines de chercheurs travaillent à mesurer les effets de ces bouleversements sur la flore et la faune locale. Ici, le réchauffement de l'eau a provoqué une prolifération d'algues vertes. Ce chercheur étudie comment les crustacés adaptent leur comportement en conséquence. Bien qu'elles soient toutes petites, les algues et les micro-algues sont très importantes pour l'équilibre de la chaîne alimentaire. Elles fournissent des nutriments au reste de l'écosystème et nous savons que la quantité d'espèces dans un même écosystème est très importante pour le maintenir en bonne santé.
Mais l'étude du réchauffement en Antarctique pourrait aussi donner des outils pour s'y adapter. Sous ces serres miniatures, Marisol Pizarro étudie comment les plantes de l'Antarctique réagissent à une augmentation artificielle d'1 ou 2 degrés Celsius. Son constat, les mousses résistent bien à ces nouvelles conditions. Un atout qui pourrait servir à d'autres végétaux dans le futur. Nous pourrions transférer un gène lié à la tolérance à la sécheresse à une plante commune comme la laitue ou le riz, afin de donner à cette plante la capacité de tolérer la sécheresse. Par conséquent, elle sera moins affectée par les conditions défavorables dues à la diminution de l'eau dans son environnement. À ce jour, la température de la planète a déjà augmenté de 1 degré et l'Antarctique est l'une des régions du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Une course contre la montre pour les scientifiques du monde entier qui travaillent sur le continent blanc. Au Chili, ils n'ont jamais été aussi nombreux à s'y intéresser. Londres, un matin de février, c'est au son des Beatles que de nouveaux citoyens britanniques s'apprêtent à prêter allégeance à la reine Elisabeth II et aussi à grossir les rangs des ressortissants de l'Union européenne, espérant assurer ainsi leur avenir au Royaume-Uni après le Brexit. Marche de naturalisation. En sport, sachez que Neymar est arrivé au Brésil ce matin même pour se faire opérer, mais il lui faudra jusqu'à 3 mois de récupération selon le médecin de la Seleção, évoquant une fracture et non pas une fissure du pied droit du joueur à un peu plus de 100 jours de la Coupe du Monde en Russie. Son opération aura lieu samedi prochain. Neymar s'est blessé dimanche dernier lors du Classico français remporté par le PSG face à Marseille, 3-0 en championnat. En 1910, après 5 ans de protectorat japonais, la Corée est annexée par l'Empire du Japon. Le Japon exerce alors une administration militaire qui se caractérise par un pillage économique et culturel de la Corée, accompagné d'une répression accrue. La colère et la rancœur des Coréens ainsi colonisés finissent par éclater le 1er mars 1919. Anzeli Kaoura et Edouard Delazer nous racontent l'histoire. Le mouvement coréen pour l'indépendance débute en 1919, soit 14 ans après le début de la colonisation japonaise. En effet, la Corée a été annexée par l'Empire du Japon qui tentait de l'intégrer à son propre empire. Les traditions coréennes ont commencé ainsi à disparaître progressivement. À la mort de l'empereur du Corée, Kojong en 1919, beaucoup de Coréens ont cru que les Japonais l'avait empoisonné. 2 jours avant l'enterrement de Kojong, les Coréens défilent en masse à Séoul, capitale du pays, pour réclamer leur indépendance. C'est de là que part le mouvement d'indépendance le 1er mars 1919 à l'initiative des activistes et des intellectuels coréens. Ce vaste soulèvement est aussi appelé le Samil Undong. Une jeune femme de 15 ans, Yu Guan-soo, prit la tête des manifestations. Arrêtée et torturée, elle mourut en prison en 1920 devant un symbole de la résistance coréenne. Il eut un fort mouvement coréen mené par des étudiants et des chrétiens. À peu près 2 millions d'étudiants et de patriotes se sont joints à la marche. Les écoles et les universités furent fermées. Une déclaration d'indépendance a été lue dans le parc de Pagode à Séoul et dans des milliers de villages, appelant à une démonstration pacifique. Un gouvernement est constitué en exil à Shanghai sous la présidence du docteur Syngman Rhee. La marche est brutalement réprimée dans le sang par les Japonais. Des milliers de manifestants désarmés furent tués. Par conséquent, ce jour a une grande signification pour l'histoire coréenne. Selon les autorités japonaises, il y a eu 553 tués, 1409 blessés et 12 522 arrestations. L'agence de presse Yonhap affiche pour sa part les chiffres d'environ 7 500 tués, 15 000 blessés et 45 000 arrestations. Le mouvement a marqué les esprits. Il n'a pas pu s'exporter suffisamment, mais a pu apporter beaucoup de changements au pays. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.